Hop là. C'est avec un grand plaisir que nous rencontrons aujourd'hui à l'espace Ouest France à l'occasion donc de la parution de votre livre Aucune nuit sera noire. Depuis le ventre de l'Atlantique, vous éclairez avec force et sensibilité les thèmes de l'exil, de l'identité et du lien entre les rives. Votre plume, à la fois poétique et engagée, explore les fractures du monde tout en affirmant la puissance et la dignité et de l'espoir. Avec Aucune nuit ne sera noire, vous nous offrez un texte vibrant de résilience et d'humanité, un chant contre le désespoir et la fatalité. Nous sommes ravis d'en parler avec vous ce soir. Merci Violette. Merci. Donc, ma toute première question portera donc sur le titre de votre ouvrage, qui est autre que Aucune nuit ne sera noire, donc qui évoque à la fois donc, cette idée d'espoir et de résistance. Donc pourquoi avoir choisi cette formule et que représente-t-elle pour vous aujourd'hui? Parce que quand quelqu'un part, décède donc, il y a l'obscurité. D'ailleurs, l'habit du deuil, c'est le noir, n'est-ce pas? Donc, il y a quelque chose de l'humeur qui change et de la tristesse et même de la dépression parfois. Mais il se trouve que moi, j'ai l'énorme chance d'avoir un grand-père qui m'a laissé des souvenirs qui me font toujours sourire, même après son départ. Dès que je pense à lui, bien sûr, la première année, c'était difficile, mais après, il m'a laissé tellement de leçons qui m'aident à supporter son absence. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'est pas absent. Et comme le dit Spinoza, la mort n'est qu'une illusion. Bah justement, pour revenir sur votre grand-père, pour plus de contexte, votre grand-père, c'est celui qui vous a principalement élevé durant votre vie. Et vous mettez en avant le fait qu'il vous a transmis un sens aigu de la justice. Comment cette révolte contre l'injustice continue-t-elle à nourrir votre engagement? Mon grand-père, c'est mon grand-père maternel. Je trouve c'est important de le préciser. C'est mon grand-père maternel. Donc, il a élevé la mère. Ensuite, il a élevé la fille. Pourtant, quand je le remerciais, il disait « Je n'ai fait que mon devoir ». Et moi, je considère qu'il a fait beaucoup plus que son devoir et je lui devais ce livre. Pour moi, ce livre, ce n'est qu'une révérence. Et tous les combats que je mène aujourd'hui, quand je vous en parle là, j'ai la chair de poule, ce sont des combats ataviques. Ils me viennent de son héritage. Parce que je l'ai vu se dresser contre l'injustice. Je l'ai vu défendre la veuve et l'orphelin. Je l'ai vu me défendre, moi, défendre ma mère, parce que j'ai eu la malchance ou la chance formidable d'être née libre, donc c'est-à-dire avant le mariage, les salam alek. Et ça, on me le reprochait dans le contexte villageois. Et donc, mon grand-père a été notre soldat, notre guerrier, notre gardien, donc notre protecteur. Et tout ce qu'il défendait comme combat, je trouve que je serais vraiment indigne si je ne m'emparais pas de son flambeau pour continuer. Parce que sinon, je ne mérite pas d'avoir été défendu par cet homme-là. Donc, c'est une manière de payer ma dette et de dire ma reconnaissance, de continuer les mêmes combats contre l'injustice. Donc, voilà, tout ce qui est rejet de l'autre, que ce soit le racisme, l'homophobie, tout ce qu'on, avec les phobies, machin, tout ce qui rejette en fait, c'est la même mentalité d'âne gris. Et donc les ânes gris, où qu'ils soient, nous devons faire valoir notre humanité et notre besoin de nous reconnaître réciproquement pour vivre ensemble. C'est ça que j'ai hérité de mon grand-père et je vous le défends toujours. Okay. Donc vous estimez que c'est vraiment cet enseignement principal qui continue à éclairer votre vie? Oui, c'est un moteur. Oui, je refuse de désespérer. Attention, hein, donc vous êtes jeune, ce n'est pas que je ne déprime pas parfois. Hein. Tout le monde connaît la tristesse et le goût du sel. Si on connaît le sucre, on connaît le goût du sel. Voilà, et il y a toujours cette espèce d'oxymore dans la vie. On connaît les deux. Donc il m'arrive d'être triste, mais lorsque cela arrive, je pense à mon grand-père. Il combattait le désespoir. Il voulait toujours me donner une raison de me redresser et puis de continuer à ramer. C'est un marin, hein? Donc je suis en Bretagne, terre de marins, et ils comprennent bien ce que cela veut dire. En mer, on ne triche pas. Il n'y a pas d'ombre. Donc vous êtes sous le soleil, vous êtes sur l'océan, il n'y a pas d'endroit pour se planquer. Donc la mer, ce n'est pas pour les lâches. Alors vous apprenez à trouver l'équilibre. Donc vous vous ramez. Vous tenez votre barque ou vous coulez. Et mon grand-père m'a appris cela. Et vivre pour moi, c'est toujours essayer de garder ce pied marin.
Oui, bah, comme vous dites, c'est votre modèle, c'est votre capitaine. Vous l'appelez même, enfin, d'une certaine manière, vous faites l'allégorie avec l'ange Gabriel. Oui. Et de cette manière, ma question se portera sur le fait que votre grand-père, si je ne me trompe pas, est mort Il n'est pas mort. Ce mot est tabou, on ne dit jamais ça pour mon grand-père. Excusez-moi. Il est parti. Il est parti. Il a pris ses vacances définitives. C'est ça. Il est parti. Il s'est reposé. Il est parti il y a maintenant 20 ans. Oui. Dans ce cas-là, donc, pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour écrire un livre en hommage à votre grand-père? Parce que je n'étais peut-être pas encore à la hauteur. Je ne pense pas l'être devenue entre-temps. Hein. Ce livre, c'est une tentative. Je répète toujours, j'ai essayé de parler de mon grand-père. Je ne sais pas si j'ai réussi. J'ai tenté. Donc, comme on dit, la pédagogie est répétitive, n'est-ce pas? Donc, j'ai tenté. Peut-être qu'un jour, je me sentirai plus sereine, plus sûre de moi pour écrire. Mais si j'ai attendu, il est parti en 2001. Donc, si j'ai attendu tout ce temps-là, c'est que chaque fois, au début déjà, les premières années, c'était l'émotion. C'est-à-dire que j'étais encore tellement triste de son départ que de parler de lui au passé, déjà, c'était tout un problème. Et ensuite, il y a le doute sur moi-même. Donc, la peur de faire une œuvre hagiographique. Donc, voilà, mon grand-père est formidable, il est adorable, tout le monde peut le dire, n'est-ce pas? Donc, alors, je me dis, réfléchis déjà, attends la maturité pour bien discerner tout ce qu'il m'a laissé, tout ce qu'il m'a appris, pour mieux partager cela. Donc, moi, je n'écris pas seulement ce livre pour faire une révérence à mon grand-père. J'écris ce livre pour dire aux gens, on m'a donné des outils pour apprendre à vivre. Donc, à survivre. Parce que c'est ça, vivre. Et si cela m'a aidé, eh bien, j'aimerais le partager avec les quelques personnes qui me font l'honneur de me lire. Justement, dans votre livre, donc, vous écrivez sur le décès et sur la force du mot jamais, que seule la mort peut garantir. Et face à l'absence, pensez-vous que l'on puisse vraiment s'en remettre ou seulement apprendre à vivre avec? Il y a une forme de sérénité, donc ouais, j'aurai l'air allumé. Vous êtes des étudiants, hein, donc vous n'allez qu'à faire vos recherches. Ça dépend comment on aborde la spiritualité et la mort. Donc moi, je viens d'une culture tchédo. Chez nous, les morts ne sont pas morts. Donc il y a même un poème de David Diop, Birago Diop, que je vous conseille, qui s'appelle Souffle, donc avec S. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les autres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Les morts ne sont pas morts. Chez nous, dans notre culture traditionnelle et notre première religion tchédo, on considérait qu'il n'y avait qu'un simple voile entre nous et nos disparus. Donc eux, ils nous voient. Nous ne pouvons pas accéder à eux, mais penser à eux, c'est les rendre présents. Donc il me suffit juste de penser à mes disparus pour être entouré. Donc la mort n'existe pas, ça dépend comment on le vit dans l'univers et la complexité de l'univers en tant qu'unité. Cette complétude-là, nous ne sommes qu'une manifestation de quelque chose dedans, d'une énergie, d'un souffle. Donc, si vous regardez la mer, il y a des marées. Oui, mais l'eau ne disparaît pas, elle revient. Pourquoi? Parce que la mer, c'est elle qui ne compte pas la vague. C'est la mer. Même quand la vague, elle s'écrase, la mer, elle est toujours là. Donc, si un homme meurt, l'humanité est toujours là. Donc, cet homme-là, tout ce qu'il nous a appris, nous conserve sa présence, sa pensée, sa voix, son legs. Donc, c'est comme ça que je fais vivre mon grand-père avec moi tous les jours. D'ailleurs, il est là. Et notamment, vous écrivez « Oublier, c'est œuvrer sur soi. L'oubli n'est souvent qu'un vœu, une volonté, jamais un acquis. » Donc, vous pensez qu'écrire soit une manière de ne pas l'oublier ou au contraire une façon de rendre l'oubli possible? Non, c'est que je ne cherche même plus l'oubli. Si j'ai envie de penser à mes disparus, je me livre à cette méditation et je pense à eux de tout mon cœur. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Parce que je sais aussi que mon temps, à moi, il est limité. Il est hors de question qu'ils soient occupés par des morts, quand même. Donc, du coup, ce que je garde des morts, c'est ce qui les rend vivants. C'est pas juste la mémoire dans le formol, là. Non, non. C'est la pensée vive, la pensée que je peux mettre en action. Cette pensée-là qui me porte, c'est une énergie en mouvement. C'est une action, ce n'est pas une résignation.
Et donc, mon grand-père n'aurait pas aimé que je m'affale à pleurnicher pour 3 siècles, hein? Non. Mon grand-père, il dit, j'ai tenu debout, essaye de te tenir droite et avance. Rame, mon petit matelot. Donc, je rame et puis, je ne sais pas où je vais, mais j'essaie de poursuivre le sillage de mon capitaine. Vous écrivez j'écris, c'est ma façon de m'insurger, de refuser, de mourir passivement de mes râles. Quel combat avez-vous donc choisi de mener? Aucun. C'est-à-dire, tous sont importants. Je participe. En fait, vous savez, quand les gens parlent d'engagement, je suis toujours mal à l'aise, en fait. Moi, je ne me sens pas engagée dans rien du tout. Hein. Je me sens concernée. Ce qui est très différent. Engagement, c'est comme si j'avais décidé, 1, 2, 3, je vais être féministe. Non. Être une femme noire et féministe, c'est un oxymore. Et donc, je le disais déjà dès le vent de l'Atlantique. Quand vous luttez et on vous dit féministe, on dit vous luttez contre, enfin, je sais pas, les religieux, contre la tradition, contre ceci. Moi, je ne lutte pas contre. Ça, je trouve ça négatif. En fait, cette phrase, c'est une phrase de défaitiste. Moi, je ne lutte pas contre, je lutte pour. Vous voyez, le mouvement, il est différent. En fait, quand on lutte contre, on est là, le mur s'écroule sur moi. Alors que quand on lutte pour, on se lève et on y va. Vous voyez, le mouvement, la dynamique n'est pas la même. D'un côté, on est là, on essaie de ne pas être écrasé. Et de l'autre côté, on est là, on agit pour mener les choses là où on veut qu'elles soient. Vous voyez, le mouvement psychologique n'est pas le même. Donc moi, j'agis pour des causes qui comptent pour moi. J'agis pour que le racisme disparaisse un jour, comme si chacun de mes livres pouvait être une gomme sur le racisme pour effacer cette saleté-là. J'agis pour que les gens comprennent qu'un homme et une femme, c'est la même chose et que c'est la matière grise qui ne compte pas les hormones. Donc, j'agis pour que les gens comprennent que l'homophobie et le racisme et l'antisémitisme et l'islamophobie, c'est la même bêtise. J'agis pour dire cela. Mais surtout, j'agis parce que si je n'écris pas, je meurs. C'est comme un cri qui vous étouffe. Vous êtes conscient de votre impuissance. Vous ne pouvez rien contre, mais vous avez au moins le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Donc, pas à mon nom. Je peux au moins m'insurger. Et à ma mort, vous direz qu'elle n'avait peut-être pas de pouvoir. Elle n'a servi à strictement rien du tout, mais elle n'était pas complice. Déjà ça me suffira. Oui, c'est une manière aussi de léguer justement vos prises de position. Ah ben, je ne sais pas, les têtes brûlées partageront, mais ça se paye cher. Par ailleurs, vous dites sans cesse être renvoyé ailleurs, oui. Alors même que votre œuvre littéraire s'enracine dans le dialogue de votre histoire sénégalaise et française. Oui. Pensez-vous donc que l'écriture permette de faire le pont entre l'ailleurs et l'ici? Et vous êtes des étudiants. Alors, demandez à Campus France, par exemple, pourquoi quand ils ont parlé de ce livre, ils ont mis la romancière sénégalaise Fatou Diom, l'écrivain l'écrivain d'origine sénégalaise. Pas une seule fois, ils n'ont mis la française Fatou Diom ou la franco-sénégalaise Fatou Diom. Pourquoi? Ça leur écorche la bouche de l'admettre. Je suis leur compatriote depuis 2002. Donc ça veut dire que certains étudiants à l'heure actuelle, j'étais française avant leur naissance. Ils disent tata. Donc je suis un peu de leur famille nationale, ok? Mais il faut que les gens entérinent cela. Appartenir à cette république, c'est un fait à partir du moment où on vous déclare de nationalité française. Qu'ils disent tout ce qu'ils veulent, mais qu'ils se souviennent que je viens du Sénégal et que j'ai eu la démarche volontaire de reconnaître la France comme aussi ma patrie, parce que je respecte ce que ce pays-là représente pour moi. Ce n'est pas une fiction. Donc ils pensent que c'est pour les allocs qu'il faut qu'ils soient rassurés. J'en touche pas, j'en voulais pas. D'accord? Donc j'aime la France pour d'autres raisons. Et même si j'étais partie vivre ailleurs, je reviendrai quand même dans ce pays. Et alors pourquoi ils ne mettent pas franco-sénégalaise? Moi, quand les Sénégalais mettent là, elle est seulement sénégalaise, je dis non, c'est faux. Ça fait 30 ans que je vis en France. On ne peut pas vivre dans une culture pendant 30 ans et rester hermétique, surtout quand on a fait des études de lettres. En plus, dans cette langue-là. Il faut admettre sans complexe que nous sommes. Je suis à la fois sénégalaise et française. Que ça plaise aux uns ou aux autres, c'est exactement comme ça que je vis ma vie. Mais partout où que je me retrouve, je suis étrangère. Parce que les gens, ils voient double quand ils me regardent. Moi, je ne suis pas ophtalmologue, ok? Je suis écrivain, enfin j'essaye.
Mais je suis de deux cultures que je respecte. Et je trouve que la gratitude me demande de le reconnaître, que je suis de ces deux cultures. Parce que je ne peux pas oublier mon grand-père et ma grand-mère et leur éducation. Je n'ai absolument pas envie de l'oublier. Et quoi que la France puisse me donner, je n'oublierai jamais mes grands-parents. Je les revendiquerai toujours. Mais quoi que l'on puisse me dire ou me donner en Afrique, je me rappellerai toujours que j'ai vécu en France pendant, en tout cas, ces 30 années et que je n'ai pas cessé d'étudier. Et en fait, les gens ne le voient pas, mais la culture, ça se mange et ça vous nourrit et ça vous tient. Si vous enlevez tout ce que j'ai mangé de la culture française, j'ai peur de ce qui va rester en fait, ça va être trop petit. Mais si vous enlevez tout ce que l'Afrique m'a donné, mais comment aurais-je pu trouver le chemin qui va en France, puisque c'est mon grand-père qui m'a appris à m'ouvrir sur les autres. Vous dites panafricaniste. Oui. Quel regard portez-vous sur l'Afrique et son futur étant donné de l'actualité, par exemple les élections dans un climat tendu au Cameroun, la crise à Madagascar et au Maroc et les conflits au Soudan et au Congo? Ben, les pays africains continuent des crises d'adolescence qui ne se terminent pas depuis l'indépendance, donc c'est navrant. Et les pays occidentaux continuent de piller l'Afrique, et hontement, il faut le dire. Après, ils se demandent pourquoi il y a des immigrés. Il y a des immigrés parce que quand vous déplacez le grenier des gens, et bien quand ils ont faim, ils le suivent, il faut oser le dire. Donc, moi, je porte un regard sur l'Afrique en me disant, c'est un vrai partenariat honnête et sincère entre l'Occident et l'Afrique qui peut aider l'Afrique à se relever économiquement. Ici, après la guerre, en Allemagne comme en France, c'était des tas de pierres partout. S'ils se sont relevés, c'est qu'il y a eu un plan Marshall. L'a-t-on fait pour l'Afrique? Jamais. Que du blabla d'aide humanitaire. Alors je vais vous dire une chose, l'aide humanitaire, nous n'en voulons plus. Nous voulons du respect, pas de l'aumône. Nous ne demandons pas de la charité. Nous demandons un partenariat honnête. Alors les entreprises européennes, là, quand elles vont faire du business en Afrique, elles vont faire de l'aide au développement. Vous connaissez quelqu'un qui crée une entreprise pour faire banqueroute? Mais non, ils vont gagner des sous. Pourquoi ça les gêne de dire qu'ils vont faire du business en Afrique? C'est une mentalité coloniale, ça. Ils sont complexés. Ça, c'est le complexe de supériorité. Parce que quand ils font des affaires avec l'Amérique ou la Chine, ils savent qu'ils font des affaires. Mais quand c'est pour l'Afrique, ils investissent pour le développement de l'Afrique, bande d'hypocrites. Donc, il faut qu'on assume que nous faisons des partenariats. Et pour l'Afrique aussi, il faut qu'on arrête de me saouler avec la langue française. Ah, c'est la colonisation, n'importe quoi. Toutes les langues ont une histoire pour arriver sur un territoire. Cette langue aujourd'hui, c'est un pont entre nous et le reste du monde. Si j'avais écrit en sérère, il faut être honnête. Personne n'aurait traduit mes livres en japonais ou en grec, ok? Donc cette langue, comme dit Kateb Yassine, c'est un butin de guerre. Donc on l'a gagné dans la douleur, on va garder cette langue. Et bientôt, ce sont les Français qui vont payer une redevance pour l'utiliser parce que les francophones maintenant sont plus nombreux en Afrique. Ce n'est plus à prouver, nous apprenons donc de nos aînés, mais la jeunesse ne peut-elle pas enseigner aussi à ses aînés? Ah, mais moi, je me considère toujours dans la catégorie de la jeunesse. Évidemment. Non, mais parce que sinon, vous faites du kung-fu. Parce que vous êtes trop belle pour faire du kung-fu. Parce que si vous me rangez dans la catégorie des aînés, on cesse d'être amis. Je considère que j'ai encore la gamine de 13 ans qui écrivait dans moi, qui écrit encore aujourd'hui mes plus belles pages. Il y a une douceur, une innocence et une inconscience qui est liée à l'âge qui permet de rêver, d'oser créer des choses. Et moi, j'aimerais que la jeunesse garde toujours ce côté-là. Vous voyez, c'est un côté un peu miraculeux et magique, quoi. On pense qu'on va marcher sur la Lune et puis on commence à monter ses petites fusées dans sa chambre avec les Legos. Pourquoi pas? Un enfant qui fait des fusées avec les Legos, peut-être qu'un jour ira sur la Lune ou sur Mars. Pourquoi pas? Donc la jeunesse a cette capacité hors norme, vous voyez, du potentiel à venir. Et je voudrais que cette poésie-là reste et que les adultes ou les aînés, comme on dit, apprennent cela des jeunes. Parce que je trouve que certains adultes, quand ils ont leur dent de sagesse là, mais pas la sagesse, et ils commencent à être déprimants. Tout est impossible, tout est noir, justement. Donc toutes les nuits sont noires, tout est triste et la responsabilité est lourde. Mais non, nous souhaitons la longévité, n'est-ce pas? Et bien si nous l'avons, nous devenons adultes. Et bien si nous sommes adultes, nous avons des responsabilités.
Et si nous avons des responsabilités, il faut être digne d'être admiré par la jeunesse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut donner aux jeunes des raisons d'apprendre et d'espérer. C'est pour ça que je dis qu'il faut rendre à la jeunesse africaine sa fierté, par exemple. Parce que quand quelqu'un a perdu son honneur ou sa dignité, il ne peut pas croire en l'avenir. Donc, vous tous là, moi, je vous demande de vous regarder tous les jours en vous disant, j'ai la chance d'être là, dans un pays comme la France. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. J'ai la chance d'apprendre autant que je veux. Et moi, demoiselle, rien ne m'oblige à arrêter mes études. Si je veux, je passe 5 doctorats, pourquoi pas? Non, mais c'est vrai quoi. Et vous appréciez cette chose-là. Je vous jure que c'est un moteur. C'est ce que je me disais quand je faisais les ménages. Mais je rêvais d'écrire plein de romans, alors que je n'étais même pas encore capable d'être sûre de publier une seule nouvelle. Mais imaginez si j'avais renoncé à ce rêve insensé. Si j'avais renoncé, vous ne seriez pas là en train de m'interroger. Alors je vais vous dire, si une femme de ménage peut faire des romans tout en faisant ses études, eh bien vous pouvez marcher sur la lune si vous voulez. Vous le croyez? J'y crois. Eh bien alors vous pouvez faire. Les rêves, c'est un cadeau que nous faisons. Et ça nous donne une énergie pour avancer. En tout cas, moi, je n'arrête pas de rêver à plein de bêtises. Du coup, après chaque livre, je commence un autre. C'est un nouveau rêve. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses à mes questions. Merci beaucoup.